Bon, alors bonsoir les amis, je suis en compagnie de Nicolas de la librairie Feuille d'encre et c'est le coup de cœur du libraire. Nicolas, vous, Bonsoir à tous, bonsoir Norvin. vous avez choisi deux livres pour ce coup de cœur. Le livre qui muscle de Léo Lebrun et de Mathias Bonneau, Bûcheron. Voilà, on a deux livres sortis cette année, au mois de mars. L'un aux éditions du Seuil, l'autre aux éditions du Penseur. Donc on a fait le choix de présenter deux livres cette fois-ci, puisqu'ils ils nous ont semblé présenter tous deux un certain nombre de thèmes parallèles qui nous a semblé intéressant donc de développer ici. Ouais, et pourtant, a priori, nous n'étions pas les mieux armés pour parler du muscle. Quand on entre dans une salle de musculation, le coach vient nous dire assez régulièrement, il y a du boulot. Et là, nous sommes habilités à parler de deux livres sur, le bûcheron, donc du muscle, et du muscle de Léo Lebrun. Il y a une Et difficulté oui, là, il y a comme une gageure, on pourrait mais penser. oui, oui, mais c'est toute la magie de la littérature, de nous faire participer et de nous faire entrer dans des univers où on n'a absolument pas accès d'ordinaire. Ouais, il faut laisser nos préjugés au vestiaire et entrer dans une salle de sport poétique. Ouais, et une forêt aussi pleine de poésie et aussi de problématiques littéraires, mais pas que, on peut dire écologiques, sociales, qui sont toutes contenues dans ces bois. Donc vous l'aurez compris, c'est deux auteurs qui abordent des sujets peu usités dans la littérature, le bûcheronnage et la musculation. Chacun à leur manière, ils confèrent à leur champ d'écriture respectif une originalité et une profondeur qui bien souvent, que ce soit dans la littérature même ou dans l'imaginaire commun tout simplement, qui se réduisent juste à des clichés virils pas très intéressants. Donc ça sera un peu l'objet de cette émission, de voir en quoi ces deux auteurs s'écartent de ces clichés et nous font entrer dans une réalité plus complexe qu'elle ne le semblerait de prime abord. Pourriez-vous présenter les deux auteurs, Nicolas? Ah, bon, on a tout d'abord Mathias Bonneau, qui est bûcheron dans le Tarn. Auparavant, c'est son premier roman, c'est un roman autobiographique. Auparavant, il a publié deux livres illustrés, puisqu'il s'est dessiné, L'hiver au bois et Histoire d'un arbre. Léo Lebrun, quant à lui, il est originaire du Nord. Il est formateur dans les métiers du travail social en région PACA. Auparavant, il avait publié La bagarre sur le monde du judo. Alors, le dernier, Léo Lebrun, il était aussi entraîneur de rugby et il a fait pas mal de judo. Et son père était judoka. Voilà, Bon, c'était le sujet de son premier roman ouais, autobiographique, et en grande partie. il est mort d'un infarctus, son père. Ça arrive même au meilleur. Ben oui, la même au judoka. Alors, pour ce qui est de notre bûcheron, Mathias Bruno, lui, il a fait des études. Il n'est Bah, pas venu comme ça. oui, voilà. Alors, au départ, Mathias Bonneau, il est fils et petit-fils de bûcherons, dans les forêts du Tarn. Il garde de son enfance un souvenir heureux du temps qu'il a passé au contact de la nature. Mais suivant le souhait de ses parents, qui souhaitent le voir améliorer leur destin, il quitte la campagne pour préparer et obtenir un diplôme d'architecture, d'où ses compétences en dessin. Mais ce diplôme ne le satisfait pas, et jeune homme, il décide de revenir sur les terres familiales pour y poursuivre l'activité qu'a laissée son père. Bûcheron, c'est donc déjà l'histoire d'une filiation, à l'égard de laquelle Mathias Bonneau doit faire un choix. Alors non pas un choix de rupture, mais un choix de continuité dans la transmission du métier de bûcheron, contre ses parents qui voulaient le voir incarner cette rupture. Donc on l'a dit, c'est un roman autobiographique. Mathias Bonneau emploie la première personne du singulier, je. Et c'est un jeu donc paradoxal dans la mesure où il n'est pas celui d'un individu qui a choisi de se singulariser contre son milieu, comme on peut le voir par exemple dans la littérature romantique. Le jeu, c'est celui de la révolte. Mais au contraire, ce jeu va incarner la perpétuation des traditions de son milieu. Est-ce que on en lit un petit morceau du Mathias Bruno? Ah, Ou on lit un je- petit morceau du livre qui muscle? On peut déjà situer
Ouais, le contexte un peu, puis la structure du livre qui muscle avant d'en lire un Ok, extrait. allons-y. Donc c'est un livre de poèmes, hein, le livre qui muscle, qui explore la pratique de la musculation. Je vous proposais donc d'en lire un extrait, celui Mhm. de la page 53, qui va vous faire entrer directement donc dans la salle. Tu dis que tu vas à la salle, mais tu ne sais pas ce que c'est. Une salle de muscu. Nous savons ce que c'est. Une salle de muscu. Parce que nous les aimons et que nous y vivons. Parce qu'elles vivent en nous, les morts et les vivants. Parce que nous y sommes nés. Pour toutes ces raisons, nous savons ce que c'est. Une salle de muscu. Qu'est-ce que c'est? Nous allons te le dire. Parce que t'as une bonne gueule, parce que tu es poli. Parce que tu es à jour de ta cotisation. Parce que tu es la première personne en 10 ans à avoir compris comment fonctionne la machine à mollets. Pour toutes ces raisons, nous allons t'expliquer. Une salle de muscu, c'est des barres et des poids. Et une cage à squat et une presse à cuisse, et un banc de coucher et un banc d'incliné. Et une poulie haute et une poulie basse. Et une barre de traction et le truc pour les dips. Et un petit bureau pour faire les inscriptions et des potes de muscu. Ça, c'est très important. Des mecs qui font des blagues, de cul de préférence, des mecs qui grimacent, qui souffrent et qui crient. Des mecs qui te soutiennent et qui se foutent de toi, et des bras qui ne bougent plus, parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Et des filles aussi, qui viennent avec leurs mecs, qui viennent avec leurs boules, qui viennent avec leurs strings, avec leurs petits leggings achetés sur internet. De la musique aussi, la même pour tout le monde. Et une clé qui ouvre et qui ferme la porte. Les badges, très peu pour nous. Nous aimons les prénoms. Titi, Momo, Marcel, Ronan, Toto, Karim. Ceux qui tiennent les salles, qui font vivre le nous. Ceux qui ouvrent et qui ferment. Ceux qui font le nous sale. Très bien. Donc voilà ce qu'on voit d'emblée, c'est qu'on est en présence d'une poésie au ton surprenant, avec des vers très concis, mais remplis d'un humour volontiers chambreur. Et ce qui étonne aussi, c'est l'utilisation continue d'une adresse au lecteur par ce tu, Mhm. assez particulier. C'est une manière d'embarquer le lecteur en fait dans l'univers de la salle de musculation où, considéré comme un débutant, ce qui est juste, il est confronté au nous des culturistes qui prennent le parti donc de l'initié, avec attention mais sans ménagement. Donc on voit tout de suite aussi que si la musculation est une pratique qui demande avant tout une implication individuelle, elle se fait en permanence avec la communauté horizontale, amicale du nous sale. Très bien. Alors, je vais faire une petite lecture là sur les mollets. On a Bien parlé sûr, des mollets oui. tout à l'heure. Les mollets restent un problème majeur, mais dans l'ensemble, ça va. Alors, ça se tient. La silhouette ressemble à une silhouette, la bibliothèque ressemble à une bibliothèque, des muscles et des livres pour se remplir de vie. Mais toi, tu es devenu comme tout le monde, ou presque, c'est ça qui est terrible. Tu es devenu lâche. La peau lâche, le corps lâche, les os lâchent. Les articulations, les organes, les idées, tu t'es tout relâché. Tu es le monde, tu es la société, et ce col de t-shirt, ça ne va pas du tout. Le monde, la société, l'école de t-shirt, faut qu'on se le dise, ça baille. Ça ne ressemble pas à rien. Rien ne ressemble à rien. Tout ressemble à quelque chose. Les arbres ressemblent à des arbres, les fleuves ressemblent à des fleuves. Le problème, c'est le tout. Tout le corps, tout le muscle, tout le sang de la vie, ce tout ne se ressemble plus, c'est peut-être ça le problème. Le problème, c'est que ça commence à ressembler à ce que c'est devenu, quelque chose qui lâche, ou bien qui a lâché. C'est amusant. Hein. Ouais, c'est amusant, c'est Ouais, amusant. ouais, c'est drôle. Tiens, on va faire une petite pause musicale. Hein, Allez. on improvise. Allons-y pour la pause musicale.
Alors, nous sommes toujours avec Nicolas, le livre qui muscle de Léo Lebrun et Bûcheron de Mathias Bonneau. Voilà, donc on a vu dans ce premier mouvement quels étaient un peu les acteurs en présence et surtout quelles forces étaient aussi présentes à nous. On va maintenant voir et tâcher de comprendre comment se caractérisent les pratiques décrites par Léo Lebrun et par Mathias Bonneau. On va donc commencer par Bûcheron. Et donc, puisque si devenir bûcheron, on l'a vu rapidement juste avant, et faire du bois, ça s'inscrit dans une fidélité nécessaire à l'amour de la forêt pour Mathias Bonneau. Il s'agit aussi du plaisir intense vécu dans la manipulation d'une matière, le bois, à l'aide d'un outil technique, la tronçonneuse, qui accomplit somme toute une invasion violente dans cette nature qui est par ailleurs chérie et respectée. C'est cette tension que va décrire un court extrait qu'on va lire à la page 49. Je regarde les platanes et les gros pins dans leurs allées. Étriqués parmi les constructions, leurs branches interagissent entre elles. Je devine leur gravité comme si je devais les faire tomber. Je ne peux retenir mon cerveau d'imaginer le guide d'une tronçonneuse pénétrer leur tronc. Les copeaux ruissellent et leur masse énorme se fracasse sur les trottoirs. Ce sont des pensées brutales. Je les trouve malsaines et complètement absurdes. Mais elles me soulagent, et je ne peux les retenir. Ce mélange intime et profond entre la violence du fracas et la douceur de la précision fabrique une émotion incompréhensible et indomptable. Je n'arrive pas à décrire la jouissance à circuler entre des troncs, que ce soit en marchant, en abattant un arbre ou en le tirant hors de la forêt. C'est mon paradoxe de bûcheron. Si je suis dans les bois, c'est par plaisir d'être en forêt. Or, quand j'y suis, je passe mon temps à abattre des arbres, à déranger un écosystème, avec des machines lourdes et violentes, exclues de ce qui m'entoure, par une visière qui brouille la vue et un vacarme qui fait peur à toute la vie en place. Il l'a détruit, mais en même temps, il essaye de l'embellir à chaque fois, de lui donner de la lumière et des choses comme ça. Voilà, c'est pas un bûcheron industriel, non Oui. plus. Mathias Bonneau, il est soucieux de l'équilibre des écosystèmes, c'est ce qu'on verra ensuite. On voit aussi qu'au-delà de la passion dans Bûcheron, il s'agit aussi pour lui de ne pas perdre de vue que l'enjeu de son expérience, c'est celle d'exercer la dure réalité d'un métier. Un métier âpre, un métier ingrat, où il est question beaucoup de force de travail et aussi, bien sûr, de rémunération. On va donc lire un extrait un peu plus long, page 178, qui résume bien tout ça. Blessé et amer, je joue aux méprisants, et juge ceux qui courent en short à travers les montagnes, se cognent entre eux avec des gants rembourrés, ou portent des choses lourdes en salles climatisées. Le véritable effort, le plus vrai, il est au bois. Tu veux connaître les chocs, le poids de la matière ou l'endurance, ils sont en forêt. Viens y rencontrer ta chair. Je rêve de dire, les muscles ne servent à rien s'ils ne portent pas une tronçonneuse. Ils sont peut-être moins dodus, mais ils sont véritables. Et pour se frotter vraiment à la nature, il faut couper un arbre. Sinon, on n'a rien compris. Comment connaître l'équilibre d'un géant si on ne l'a jamais fait danser ? Je ne me laisse me faire plus bête que je ne le suis. J'ai le droit, prisonnier de mon lit brûlant. Puisqu'à ce moment-là, Mathias Bonneau est malade. Le plus gros piège est la course à la rentabilité. Puisqu'on est payé au mètre cube et qu'il tombe davantage si on travaille plus fort et plus longtemps, ou si on prend plus de risques. Passer sous un tronc en équilibre plutôt que de le contourner fait gagner une grappe de minutes. Et accumulées par-ci par-là tout au long de la journée, elles font vite un arbre de plus dans les cubages. Arrêter à 19h plutôt qu'à 17h se calcule en euros et en fatigue. Et puis règne toujours en arrière-plan ce concours du plus fort, du plus costaud, dans une filière dominée par des hommes qui aiment bosser, qui aiment forcer. Ce sont par ces critères qu'ils émergent. On est tous fiers d'avoir notre propre entreprise, de générer un salaire. Et ce petit empire récemment conquis ne dépend que d'un corps et de sa capacité à encaisser l'usure. Cette fierté pèse souvent bien plus lourd dans les têtes qu'un corps respecté ou un écosystème épanoui. Dans l'adrénaline de nos élans, on est tous pareils, on va tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle cède. Le voisin de Roquecave m'a dit une fois, le bois c'est une saloperie. Tous mes potes qui en ont fait, à 50 ans, ils sont caramélisés. La réalité est dure. Les récits de bûcherons au corps ruiné avant l'heure parsèment la filière. Ils conduisent des camions, deviennent commerciaux, gestionnaires, ou sinon quittent complètement le bois. Des gens écœurés par l'absence de rémunération, de reconnaissance, par le dégoût des pratiques. Véronique, une débardeuse à cheval depuis 40 ans, dit «
Dans 9 cas sur 10, c'est soit le corps qui lâche, soit la vie de famille, les deux épuisés par un engagement total. J'ai l'impression d'une hécatombe de destin. Dans un tarif au rendement, comment intégrer le coût d'une potentielle reconversion ? Quand mon père vient me voir dans les épicéas, je regarde sa silhouette de guingois enjamber maladroitement les grumes au sol. Je me dis qu'il est là, le coup d'épicéa facile à abattre, dans cette démarche déglinguée de bûcheron qui a fait sa part. Ceux ou celles qui tiennent dans le bois jusqu'à la retraite sont des survivants, mais héros. J'adore les récits des longues carrières, de l'expérience accumulée, des piles de bois infinies. Ils sont peu nombreux mais emblématiques. Véronique trotte sans faiblir derrière sa jument, son sourire est intact. André, le voisin de la forêt du Passé, était passé nous voir lorsque nous travaillions avec Christophe. Il marchait lentement entre les arbres, les épaules un peu pliées, les muscles secs et durs comme des branches. Il m'a demandé s'il pouvait essayer ma tronçonneuse. Il l'a allumée d'un coup franc. Ont disparu instantanément la voûte de ses épaules et les années sur ses traits. Il a bondi vers le tronc et coupé une dizaine de branches à toute vitesse. Je me suis dit, il est devenu fou. Il a reposé la machine et dit calmement, « Elle a du jus, elle est pas mal. » On voit pas tout à fait la forêt de la même façon quand on a eu bûcheron. Et on voit pas non plus ceux qui travaillent dans la forêt quand on a le bûcheron de la même façon. Et oui, voilà, c'est un métier dur qui influe à la fois sur le physique et le mental, où les rémunérations sont faibles et donc ne permettent pas d'envisager de faire des réserves ou de voir les choses sur le long terme, ce que nécessite pourtant l'écosystème dont s'occupe le bûcheron. Et donc on voit que cette dimension utilitaire rentre une fois de plus en contradiction avec l'amour de la forêt qui doit malgré tout soutenir le bûcheron dans sa pratique quotidienne. Mmh. Donc pour revenir à Léo Lebrun, on voit que là où le bûcheronnage instrumentalise et altère le corps, véritablement, la musculation, elle, qui se différencie en ce que, même si elle suppose du travail, elle n'est pas un métier. La musculation propose un programme de développement harmonieux du muscle. Donc c'est d'abord une discipline qui s'élabore dans la répétition des exercices, que Léo Lebrun raconte dans un mélange donc, de sévérité et d'humour sous-jacent, comme on peut le lire, page 89, 4e série. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Compte les répétitions. Tu en as sauté une, il n'y en a que 9. Recompte. Chaque répétition compte. Combien de fois on va devoir le dire ? Recommence s'il te plaît, et s'il ne te plaît pas, range l'haltère et casse-toi. Voilà, donc on est dans un univers où même s'il est beaucoup plus amical et tourné vers la communauté des culturistes que le métier de bûcheron qui est somme toute assez solitaire, on voit quand même qu'il y a une discipline à l'œuvre et qu'on ne transige pas avec. Cette activité, elle s'inscrit aussi, comme on l'a vu un petit peu avant, contre un monde qui tend à un certain avachissement formel. Ainsi, page 33, on peut lire « Tout est devenu dur parce que tout est devenu mou. Tout est dans tout, et son contraire à l'intérieur de lui-même. » Donc face à ce monde qui devient finalement de plus en plus informe, de plus en plus laid, de plus en plus aléatoire, la musculation devient la quête d'un idéal de beauté, en fait. Non seulement physique, mais pleinement esthétique. Comme on peut le lire un peu plus loin, on chantait les héros. Ils avaient des abdos. Depuis les Grecs, qu'a-t-on fait de la beauté ? Donc on arrive en plein à la connexion qu'établit Léo Lebrun entre le muscle et la poésie, la culture et le culturisme, qui dans le cas du livre qui muscle, atteindrait même une fusion bien réelle. C'est ce qu'on peut lire, page 49. Le livre qui muscle te muscle. Le livre est un organe, il se contracte et il se développe. Tu lis et tu te muscles. Donc allant même jusqu'à dire, avoir des preuves de ce qu'il avance, Léo Lebrun cite la méthode de musculation Geneviève de Gasquet pour justifier scientifiquement la fonction musculatrice de la lecture. Qu'est-ce que vous en pensez, Narvin ? Ah, ben moi j'en pense que le cerveau c'est un muscle. Le cerveau est un muscle. Ah oui, moi le cerveau c'est un muscle. Et donc si on s'en sert pas de son cerveau, si on ne le muscle pas, eh bien il s'avachit aussi.
Donc on peut considérer que la lecture est un sport, tout comme la Ah musculation? mais oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et là, on est dans des choses qui sont choisies. On n'est pas dans la captation de l'attention avec tous les médias actuels et les réseaux sociaux et tout le bazar. Là, on est dans quelque chose qui est volontaire, qui est choisi. La lecture est un muscle. Enfin, le cerveau est un muscle. Donc on va lire plus. Oui, oui, bien sûr, il faut lire plus. Juste, juste un petit intermède là avec à propos de beauté. La beauté est extérieure, elle vient du regard. La beauté intérieure n'existe pas. On ne dit pas de beaux intestins, on ne dit pas un beau côlon, on ne dit pas un beau pancréas ou une belle vésicule biliaire. On dit un beau cul, de belles jambes ou de belles épaules. Nos yeux nous permettent de reconnaître de belles jambes ou de belles épaules, pas de beaux intestins. L'intestin grêle est utile, mais on ne peut pas dire qu'il est beau ou laid. C'est juste un intestin grêle. De toute façon, on ne le voit pas. La beauté est belle car tu la vois comme belle. La beauté est quelque chose que l'on voit. Toi, tu vis comme si on pouvait voir à l'intérieur de soi. Et voilà, donc c'est là que, comme on l'a dit, la musculation rejoint un projet vraiment esthétique et poétique, puisque cette définition de la beauté, c'est cette beauté sculpturale, telle on la connaît dans l'art antique, dans les sculptures grecques, dont parle Léo Lebrun. Alors, je propose une petite pause avec un peu de musique.
Alors voilà, Nicolas, nous sommes de retour pour cette troisième partie. On est de retour, et donc là, on vient de tâcher de caractériser les pratiques de Mathias Bonneau et d'Hélo Lebrun, telles qu'elles se manifestent concrètement, et aussi de voir quels sont les enjeux réels, voire même un peu esthétiques de ces deux pratiques. On va voir aussi maintenant qu'elles contiennent aussi une portée éthique, voire un peu philosophique. Si on reprend Bûcheron de Mathias Bonneau, donc on l'a vu, hein, il doit affronter la rigueur d'un métier difficile. Mathias Bonneau, c'est un bûcheron qui défend une certaine tradition de son métier. C'est un esthète. C'est quelque part un esthète, hein, par rapport aux forêts qui sont gérées de manière industrielle, où on abat des hectares entiers en une demi-journée. Lui, Mathias Bonneau, abattre un arbre, pour lui, c'est l'avoir sélectionné avec précision pour la place qu'il occupe dans la forêt, en sorte qu'il ne nuise pas à son écosystème. Mathias Bonneau, même si il fait des grumes, il abat des arbres, c'est un peu un jardinier de la forêt qui veille à la pérennité de cet écosystème. Donc. Il éprouve aussi de l'inquiétude, hein, lorsque les tempêtes, les sécheresses et les invasions de typographes, plus connus dans le nord de la France sous le nom de scolites, donc ce sont des insectes très invasifs. Donc toutes ces perturbations en fait, qui sont causées par le changement climatique et qui nuisent gravement à l'écosystème de la forêt, poussent Mathias Bonneau à réfléchir au rôle qu'il joue dans le monde, et aussi à un futur désirable, tout simplement pour lui, pour la forêt et à tous les êtres humains qui y évoluent. Donc, même s'il ne sait pas en quoi consisterait un tel futur, Mathias Bonneau en tire à tout le moins une certaine morale de l'humilité, où la forêt incarne la permanence du monde, et où l'humain, finalement, ne fait que passer. Donc on est loin de la morale des maîtres et des possesseurs du monde, telle qu'on a pu la concevoir avec arrogance au début de la période moderne en Europe. Et on est loin des prédateurs actuels. On est loin de l'ère des prédateurs, effectivement, et de tous ces hyper-ingénieurs. Il conclut même, donc, à la toute fin du livre, avec beaucoup de dérision. Donc il parle du typographe, c'est cet insecte, le scolite, qu'on connaît dans les forêts vosgiennes sous le nom... pardon, je m'embrouille là. Oui, c'est pas grave. Ouais. Donc on connaît aussi dans les forêts vosgiennes, voilà. Donc Mathias Bonneau dit « Le typographe véritable, c'est moi. Et je me vois de haut, gros coléoptère avec en guise d'exosquelette, un casque, des pinces, des câbles, des machines et des maillons tranchants au bout de la chaîne de ma tronçonneuse. La forêt dirait... Où est-ce qu'il va avec tous ces troncs? Que peut-il bien fabriquer? Et bordel, pourquoi il fait si chaud? Elle me voit planter des arbres, en guise de réparation. Il est mignon, ce petit humain, mais si maladroit, si anecdotique. Il s'agite, il fait du fracas, mais ne fait que passer. Voilà, donc même si Mathias Bonneau s'efforce de bien faire les choses, d'entretenir la forêt et d'en faire un milieu pérenne, il est quand même toujours... son action est quand même conditionnée par une forme d'incertitude et qui aboutit sur cette morale donc de l'humilité, de la fugacité de cette figure humaine au sein de ces géants des bois. Mmh. Il est dans le... On peut dire il est dans le Caire, hein, sur sa forêt. Il fait gaffe à pas abattre trop d'arbres. Il fait gaffe à bien repérer où sont les insectes destructeurs. Il fait gaffe, comme les insectes destructeurs ont aussi des prédateurs, notamment le pic tri-machin, là, comment il s'appelle? Le typographe. Oui, le typographe, il se fait bouffer par un oiseau. un oiseau. Un pic, une variété de pics. Oui, alors il fait gaffe à pas supprimer tous les typographes de façon à préserver aussi les pics. C'est assez rigolo ce passage là où... Voilà, la forêt lui fait prendre conscience finalement que la vie est un milieu extrêmement instable et que la moindre variation peut tout faire flancher. Donc lui s'efforce au sein de cet univers à la fois grandiose mais aussi inquiétant de bien faire les choses. Très bien, ouais.
Alors, est-ce que on a quelque chose à dire de nouveau sur Léon Lebrun ou on a fait le tour Ouais, bah, il y a aussi un aboutissement un peu philosophique à la poésie de Léo Lebrun, qui rejoint un peu ce que dit Mathias Bonneau, on verra ensuite, puisque dans le livre qui muscle, en fait, le- l'aboutissement de la quête esthétique, c'est l'accouchement de la vérité et la naissance de l'être à lui-même, comme on peut le lire à la page 148. Nous aimons l'idée de nous être mis au monde. Nous nous sommes allongés, les dieux nous regardaient. Hercule tenait 3 pommes dans le creux de sa main. Nous nous sommes alignés, nous sommes descendus, et nous avons poussé. Ce jour-là, nous sommes nés. Donc finalement, c'est ce que porte cette pratique et cette poésie, c'est une révélation de la vérité intérieure du muscle, contre les mensonges de ce monde extérieur qu'on a décrit tout à l'heure, hein, un monde informe et inquiétant. Donc on va voir ensuite à la page 156 ce qu'il en est dit. Tu t'es développé de l'extérieur vers l'intérieur. Le monde, la société, la culture t'ont grossi, sont rentrés, t'ont gonflé. Tu es de l'extérieur vers l'intérieur. La vie est toute bloquée, elle ne peut plus jaillir. Tu as omis le muscle. Tu dois te travailler dans un mouvement contraire. Oublie le monde et rentre dans le muscle. Donc si la philosophie finalement est très platonicienne hein, du livre qui muscle est source de fierté pour ses adeptes, c'est aussi une invitation à prendre conscience de la fragilité et de la beauté conjointe de la vie. Puisqu'une fois que l'être est révélé, finalement, presque immédiatement, c'est sa précarité qui est racontée par Léo Lebrun. Ainsi, page 171, on peut lire « Nous nous sommes mis au monde, et nous nous en irons, car tout ce qui vit meurt. Nous mourrons en héros, nous mourrons dans le muscle. Nous aurons bien vécu, car nous aimons bien vivre. » Et in fine, on trouve aussi, comme dans Bûcheron, donc, une certaine morale de l'humilité, et de la juste mesure des choses. Donc ça, c'est les vers un peu conclusifs du recueil de poèmes. Tu es un héros. Ton courage est ta folie. Régule tes excès. Accède aux espaces. Entre le noir et le blanc, la vie est belle. Ne parle pas trop fort. Ce n'est pas parce que tu cries qu'on t'écoute. Essaye de te taire. La sensation guide le mouvement. Écoute le geste du silence. Respire. Ne te précipite pas. Tu n'es pas un champion. Tu n'en seras jamais un. Tu es ce que tu es et ce que tu deviens. Tu fais ce que tu peux et tu peux plus ou moins. Mais tu es courageux. Fidèle au nous, tourné vers le soleil. Tu es fort et habile. Et tu n'es pas mesquin. Tu peux être fier de toi. Tu serres le livre, tu tiens. Tu brilles depuis peu. Ton feu brûle et brûlera. Magnifique conclusion et de manière plus générale, une autre phrase tirée de Léon Lebrun et le livre qui muscle, moi qui me fait particulièrement rigoler. On s'aime d'amour en faisant l'amour, on s'aime d'amitié en mangeant du poulet. En mangeant du poulet, voilà. Et oui, c'est magnifique. Oui, parce que c'est vrai que la dimension amicale aussi est très présente dans les deux textes. Oui. Mathias Bonneau, il a des copains de bois, comme il dit, c'est les autres bûcherons qui viennent l'aider à chaque saison de bois, l'hiver, et qui chacun vient lui apporter une qualité de relation particulière, et puis une manière particulière aussi d'aborder le métier, et d'apprendre des nouvelles choses. De la même manière que le copain de muscu, il est fondamental dans le développement du soi individuel de celui qui cherche à se muscler. On est dans le partage. On est dans le partage, voilà. Bien, ben Nicolas, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je pense. On verra bien où on en est avec le temps, et puis on mettra en fonction un peu de musique ou pas. Hein. Bien. Voilà. Merci Nicolas. Merci Norvin, merci à tous. À la prochaine les amis. À la prochaine, bonne lecture.
se perdent les pas, où la foule se noie, où ricoche les cœurs, un battement de temps, où s'échappe le vent, où s'échappe le vent. Là où s'épuise la route des âmes qui doutent, là où se dessine l'ombre des échines, où les chemins s'entassent, où s'ouvrent les impasses. Là où fondent les secondes, où les toits se confondent, où la lune rougit lorsque tu lui souris, où se coursent les rêves, où les gouttes de pluie deviennent aquarelles, et c'est que tu me suis. Là où on se prend les pieds dans des rêves en pelote, où la main de la nuit nous glisse dans sa poche, où il ne reste plus que nos cœurs qui clignotent. Là où les étoiles tachent nos bouilles de gosse, où les boules de Suisse changent en carrosse, où les chassent en amour, jusqu'à ce que le jour perce le premier nuage et dépose en visage une larme routière au parfum d'eau de mer pour caresser ta joue, tracer le souvenir d'une nuit qui se fout du meilleur et du pire. Là où griffent les pensées qu'on croyait envolées, où s'orchestre la rue de ce alambiqué, où flottent les nuées de rires étouffés. Là où le charbon habille les corps enlacés, où nagent les passions dans l'encre renversée, où on repêche les désirs dissimulés. Là où mènent les coulisses de nos artifices, où s'ouvrent les tiroirs de nos songes en miroir, où nos cœurs encore le pétale de paroles que je te chante ici, et ce que tu me suis.